Bienvenue dans ce deep dive sur la stratégie hydrique du Maroc. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un rapport stratégique assez détaillé. Il décortique une situation devenue vraiment critique là-bas, la pénurie d'eau structurelle. Oui, c'est un sujet majeur. Notre mission, si on peut dire, c'est d'en extraire les points clés, comprendre les défis et puis les solutions envisagées. Alors, le constat de départ, il est assez frappant, hein. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La disponibilité en eau par habitant, elle a chuté. On est passé de plus de 2500 mètres cubes par an en 1960 à environ 620 en 2019. C'est une baisse énorme. On frôle le seuil de pénurie absolue, qui est fixé à 500 mètres cubes. Exactement. Donc on n'est plus dans une simple sécheresse, cyclique passagère. Non. Là, c'est structurel, c'est installé. Voilà. Le Maroc est entré dans une ère de pénurie d'eau durable. Bon, face à cette urgence, qu'est-ce qui est fait ? Le Maroc a réagi fort avec le PNA-EPI. C'est le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation. Pour 2020-2027. C'est ça, un plan d'envergure, vraiment. Le budget initial a même été augmenté. Oui, on parle de 143 milliards de dirhams maintenant. C'est considérable. Ça montre l'ampleur de l'effort financier, quoi. Et l'objectif numéro 1, ça semble être augmenter l'offre en eau. Tout à fait. Construction de nouveaux barrages, des projets de dessalement d'eau de mer, parfois gigantesques. Et même des transferts d'eau entre les bassins versants. Oui, et c'est là justement que le rapport pointe une tension intéressante. Ah oui, laquelle ? Entre cette politique de l'offre qui coûte très cher et de l'autre côté une gestion de la demande qui reste problématique. La demande sans, c'est-à-dire principalement l'agriculture. Exactement. L'agriculture absorbe, tenez-vous bien, près de 89% des ressources en eau. Ah oui, quand même. Et c'est souvent pour des cultures d'exportation très gourmandes en eau. Des fruits, des légumes. Et encouragé par des subventions, si j'ai bien compris. Voilà, c'est là que le rapport utilise une expression assez forte. Il parle de schizophrénie institutionnelle. Schizophrénie institutionnelle, c'est vrai que ça interpelle. On finance l'offre et en même temps on subventionne une demande très forte. C'est un peu ça, oui. La politique de l'eau et la politique agricole ne semblent pas toujours alignées. Pourtant, sur le terrain de l'offre, il y a des choses concrètes qui avancent, non ? Oui, bien sûr, des réalisations importantes. On pense à l'autoroute de l'eau, par exemple, ce fameux transfert entre le Cebu et le Bourg-et-Greg. Oui, pour sécuriser l'axe Rabat-Casablanca, les chiffres sont là. 186 millions de mètres cubes transférés entre août 2023 et février 2024. C'est énorme. Ça sécurise l'eau potable pour des millions de personnes. Et puis, il y a l'usine de dessalement géante de Casablanca. En construction, oui. Un projet pharaonique, 300 millions de mètres cubes par an à terme. Le rapport mentionnait un avancement de 40% prévu pour mi-2025. Donc ça avance. Mais, il y a un mais, j'imagine. Si on prend un peu de recul, comme le fait le rapport, ces solutions techniques massives, elles soulèvent d'autres défis. Par exemple ? Le dessalement d'abord. C'est très énergivore. Le lien eau-énergie, le fameux nexus, est absolument crucial ici. Il faut beaucoup d'énergie pour produire de l'eau douce. Exactement. D'où l'importance de coupler ces usines avec des énergies renouvelables. Mais c'est un défi en soi. Technique, économique. Oui. Et puis, il y a l'impact environnemental. Le rejet de la saumure, cette eau hyper salée qui reste après le processus, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on la rejette? D'accord. Et au-delà de la technique ? Il y a la gouvernance. Le rapport suggère que la coordination entre les ministères n'est pas optimale. Il existe des instances, comme le Conseil supérieur de l'eau et du climat, mais elles auraient du mal à imposer les arbitrages nécessaires. Surtout face à l'agriculture, j'imagine. Notamment, oui. C'est un secteur économiquement et socialement très important, donc influent. Bon, on a parlé des barrages, du dessalement, et les eaux souterraines, les nappes phréatiques. Ah, là, le rapport est particulièrement alarmiste. Il parle d'une véritable hémorragie. Carrément. On puise dans le capital hydrique fossile, l'eau accumulée depuis des siècles. Les niveaux baissent dangereusement. On a du chiffre ? Oui, par exemple, la nappe du Garbe, moins 6,90 mètres fin 2024. C'est énorme. Et les pluies de 2025 n'ont pas vraiment arrangé les choses. Et les contrats de nappe censés réguler tout ça ? Ça avance très très lentement. C'est compliqué à mettre en place. Et surtout, il y a le problème des puits légaux. Illégaux ? Ouais. Et c'est-à-dire ? Non déclarés, non contrôlés. On estime qu'ils pourraient représenter jusqu'à 90% du total des puits. Ah, 90%. Mais comment on peut gérer quoi que ce soit dans ces conditions ? C'est toute la difficulté. Ça nous ramène directement à la gestion de la demande. Justement, parlons-en. Le rapport évoque les subventions pour l'irrigation au goutte à goutte.
A priori, c'est une bonne chose, non? Plus efficace. Sur le papier, oui. Le goutte à goutte permet d'utiliser moins d'eau par plante. L'intention est d'économiser l'eau. Mais il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est le paradoxe de Jevons appliqué à l'eau. C'est-à-dire? Si vous ne contrôlez pas strictement les volumes totaux prélevés, avec des compteurs fiables par exemple, l'agriculteur, dont l'irrigation est devenue plus efficace, pourrait être tenté soit d'agrandir sa surface irriguée, Oui, soit de choisir des cultures plus rentables, mais qui demandent peut-être plus d'eau au final. exactement. Et au bout du compte, la pression globale sur la ressource pourrait même augmenter, malgré l'amélioration technique. C'est contre-intuitif, mais logique. Et l'impact social dans tout ça? Il est majeur. La petite agriculture familiale, souvent moins équipée, plus dépendante de la pluie, elle est très vulnérable. Ce qui peut pousser les gens à partir? Oui, ça alimente l'exode rural. Le rapport cite même une estimation assez effrayante. 1,9 million de potentiels déplacés climatiques internes au Maroc d'ici 2050, en partie à cause de ces enjeux liés à l'eau. C'est énorme. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu, Oui, le Maroc déploie des efforts considérables, des investissements massifs dans les infrastructures pour augmenter l'offre en eau. Barrages, dessalements, transferts. c'est indéniable. Une stratégie d'infrastructure impressionnante. Mais le rapport le souligne fortement, le succès à long terme, il dépendra d'autre chose. Absolument. Il dépendra de la capacité à maîtriser la demande, surtout la demande agricole. Et à mettre en place une gouvernance de l'eau qui soit plus cohérente, plus efficace. C'est exactement ça. Les recommandations vont dans ce sens. Quelles sont les pistes principales? Le rapport insiste sur une autorité de l'eau renforcée, capable d'arbitrer. Il parle d'une réforme des subventions agricoles, oui aux aides, mais conditionnée à un contrôle réel des volumes d'eau utilisés. Une tarification qui reflète mieux la rareté de l'eau aussi. Oui, c'est évoqué. Et puis, valoriser beaucoup plus les eaux non conventionnelles. Comme la réutilisation des eaux usées traitées, la REU. Exactement. Son potentiel est encore très sous-exploité au Maroc, alors que ça pourrait être une ressource précieuse, pour l'irrigation par exemple, ou l'industrie. D'accord. Et bien sûr, investir dans la connaissance, avoir des données fiables et sensibiliser tout le monde. C'est fondamental. On ne peut bien gérer que ce qu'on mesure bien. Très clair. Alors, pour terminer, peut-être une petite question pour laisser matière à réflexion? Allons-y. On voit que le pays mise énormément sur le dessalement. C'est une technologie coûteuse et pour l'instant, elle est surtout concentrée sur les côtes. Oui, logiquement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme de créer une sorte de nouvelle fracture hydrique? C'est-à-dire, Une fracture entre, d'un côté, les zones littorales, souvent plus riches, qui auront accès à cette eau dessalie, certes chère, mais disponible, et de l'autre, un Maroc intérieur, plus rural, qui resterait dépendant de ressources traditionnelles, la pluie, les nappes, les barrages, qui sont, elles, de plus en plus rares et aléatoires. c'est une excellente question. Le risque d'aggraver les inégalités territoriales est réel. Assurer un équilibre entre ces nouvelles sources et les ressources conventionnelles, et surtout entre les différents territoires, ce sera un défi majeur pour l'avenir. Une question complexe, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.